Bonjour et bienvenue pour cet épisode d'Arrêt Caméra. Je crois que c'était le jour 9, c'est l'ultime épisode d'Arrêt Caméra à Cannes. C'est ça, sachant qu'on n'est plus à Cannes là, en fait. Non, on l'enregistre le matin après la première nuit de 8 heures de sommeil depuis une quinzaine de jours environ. Oui, parce qu'on est rentré en train, on a eu une F1 pour le coup, parce que là, Cannes, c'est un peu le bordel, il y a un blackout. Ouais. Il n'y a plus d'électricité à part au palais des festivals, vu qu'ils ont leur propre truc électrique, enfin leur propre circuit électrique à eux. Mais du coup, visiblement, pour rentrer chez soi, ça risque d'être plus compliqué. Donc on a bien fait de partir hier, même si on a loupé le Kelly Reichardt qui faisait envie, le Dardenne qui faisait moins envie. Qui faisait pas envie, donc même à Paris, on n'ira pas le voir, je pense. Qui est sorti. À moins qu'il gagne la palme, mais je pense pas qu'il va la gagner. J'espère, je croise les doigts. Et du coup, on termine sur un épisode avec 3 films, dont 2 qu'on a adorés. 3 gros morceaux quand même. Oui, même celui qu'on a moins aimé, c'est un gros morceau. Et on fera le gros morceau, c'est le bilan de ce festival, avec aussi notre palmarès perso. Oui. On fera pas de pronostic puisque... Non, et puis notre palmarès perso, je pense que ça ira assez vite, Morgan, parce qu'on a quand même pas mal de choses similaires. Hein. On s'est pas copié, mais pour le coup, on est relativement d'accord sur à qui on donnerait des prix et quoi compris. C'est ça. On commence direct du coup avec un film qui était à la quinzaine des cinéastes, qui a été rajouté au dernier moment, c'est Yes ou Ken en version originale, ou Oui, puisque ça va s'appeler Oui je crois en France, de Nadav Lapid, un film qui sort d'ailleurs le 17 septembre, donc vous pourrez le voir en septembre, contrairement à d'autres films dont on a parlé qui sortiront en 2026. Du coup c'est le 5e long métrage de fiction du cinéaste israélien qui poursuit un peu son style semi-autobiographique depuis... Alors il y avait L'Institutrice qui était un film sur son enfance, mais je pense surtout à ses films depuis Synonyme en 2019, qui avait eu l'Ours d'Or à Berlin. Et toi Morgane qui connais plus son style, je pense que tu pourrais nous dire qu'effectivement, il a changé un petit peu de style à partir du fameux Synonyme. C'est ça. Et ensuite, le Genou d'Aide, qui avait été en section compétition à Cannes en 2021, et qui avait gagné le prix du jury. Et donc là, il n'était pas en compète. Mais voilà, c'est un film qui poursuit effectivement ce changement, ce virage. Après 2 premiers longs métrages un peu plus classiques, en tout cas formellement, et aussi donc L'Institutrice un peu plus doux, mais là on est beaucoup plus dans la lignée donc des 2 précédents, dans une espèce de mélange entre c'est plutôt, on va parler de magma d'ailleurs, de fusion, de colère, de rage, de fracas. C'est un film, je dirais Morgane, Yes, enfin j'ai envie de l'appeler Yes parce que de toute façon on a entendu Yes depuis le début. Pour moi c'est un film qui est assez frénétique. Alors il y a grosso modo 3 parties. La première est vraiment, j'insiste là-dessus, frénétique, c'est-à-dire on a beaucoup de mouvements de caméra assez rageux. On a à l'écran en tout cas, beaucoup de monde, beaucoup de bruit, beaucoup aussi de fêtes qui ne s'arrêtent jamais, qui vont jusqu'au petit matin. Enfin voilà, en fait, on comprend que cette frénésie est d'abord mise en place par les personnages principaux qui sont 2 artistes, donc une qui est professeure et danseuse de hip-hop et l'autre qui est pianiste, pour, on va dire, ne pas se pencher sur l'actualité et plus particulièrement ne pas se pencher sur ce qui s'est passé au 7 octobre et les conséquences qui s'en sont ensuivies. Pour rappel, le 7 octobre 2023, c'était la fameuse journée noire où des Israéliens ont été
tués ou Assassiné, enlevés ou enlevé. par le Hamas. Et ensuite, c'est à partir de ce jour-là que les représailles d'Israël, notamment par le gouvernement de Netanyahou, ont été qualifiées de disproportionnées, génocidaires même, parce que Bien sûr. vu le nombre de morts, Et ça continue d'ailleurs. qui sont surtout des civils en fait, donc voilà. Et ça ne s'arrête pas, parce que malgré les tentatives de trêve, ça n'a pas fonctionné. Donc voilà, on continue à vivre dans une époque depuis 2 ans, quasiment et demi, où cette actualité est toujours d'actualité en fait. Donc c'est glaçant. Et le film, oui, du coup... Il vient dans ce contexte, Morgane, et c'est aussi... On n'en sait rien en fait, enfin, on n'est pas dans le secret des dieux, mais beaucoup de gens, et moi j'en fais partie, mais toi aussi, on aurait bien vu le film en compétition, il n'y a pas été... Enfin, moi, je sais pas exactement pourquoi, comment il a débarqué à la quinzaine. Je dis juste que, en termes de, disons, et on va détailler ça, Morgane, mais en termes de qualité formelle, d'intention, on va dire, d'un point de vue artistique, de message politique, d'image de ce qu'on voit, pour moi, ce film avait toute sa place en compétition pour la Palme. D'autant plus que on a vu des propositions de cinéma palestinien. Il y avait notamment le film qui a gagné le Northernland, c'est ça, le documentaire des réalisateurs palestiniens, dont le réalisateur d'ailleurs, un des 3 je crois, avait été... alors ils sont palestiniens ou israéliens d'origine palestinienne, peut-être que je me trompe. En tout cas, il y en avait un des 3 qui avait été... jordanien, oui c'est ça, qui avait été, on se souvient, arrêté de manière assez gratuite il y a quelques temps. Donc il y a eu des tentatives de films, en tout cas palestiniens. Il y a eu aussi le film de Sepideh Farsi qui était à l'acide, malheureusement, qui a été marqué par le décès, enfin on peut dire c'est un meurtre, de la journaliste Fatma Ossana, qui est en fait la protagoniste de son documentaire. C'était Put Your Soul on Your Hands and Walk. Et là, en fait, on a un film du point de vue israélien. Alors évidemment, d'un point de vue dissident, Nadav Lapid n'est pas du tout pro-gouvernement Netanyahou, mais c'est vraiment intéressant de voir en fait comment est Israël depuis le 7 octobre. C'est saisissant, surtout qu'il se passe à Tel Aviv, qui est une ville très moderne. C'est l'équivalent d'un Miami en fait en Israël, où en fait c'est là où il y a beaucoup de gens riches, il y a toute la richesse, il y a aussi beaucoup d'étrangers, il y a notamment des Russes dans le film. Enfin, c'est un endroit aussi où on accueille les riches. Oui, c'est une ville cosmopolite. C'est ça. Et c'est aussi une ville où on est censé avoir un vent aussi peut-être la religion est présente, mais beaucoup moins qu'à Jérusalem. On voit les gens c'est pas le type de personnes dont on s'imagine en Israël, mais voilà, des gens qui sont comme les Américains, culte de la beauté, vulgarité, etc. Et en fait, qu'il ait pris cette ville comme lieu principal du film, même s'il s'en écarte à plusieurs moments, ça a un intérêt, parce que ça permet aussi de montrer une espèce d'insouciance, alors qu'à côté, derrière les murs, se perpétue un génocide qu'on voit d'ailleurs dans le film, parce qu'à un moment donné, dans la deuxième partie, où il y a une espèce de fuite d'exil de Tel Aviv, le personnage qui accepte en fait de composer un nouvel hymne au nom de la nouvelle Israël, qui est en fait un hymne contre de rageur, et qui revendique la victoire et l'extermination en fait du peuple de Gaza. Il va en fait à la frontière voir ce qui s'y passe. Évidemment, il n'arrive pas à passer la frontière, c'est parce qu'on lui interdit. Il veut essayer d'aller à un poste d'observation, on lui dit que non, les militaires lui refusent, et en fait il accède à ça depuis la colline de l'amour. Ça, c'est ironique, puisque la colline de l'amour, mais en face c'est l'horreur, et on voit les villes se faire bombarder, c'est un film quand même assez ironique, assez cynique, mais dans le bon sens du terme, parce que je trouve que c'est un ton qui va bien avec ce qui se passe à l'heure actuelle, et de manière générale, Morgane, la particularité, mine de rien, de Yes de Nadav Lapid, c'est que c'est un des seuls films de tout le festival de Cannes qu'on a vu qui ose parler de quelque chose de récent. Peu importe le sujet, peu importe le pays, voilà. Mais c'est un des seuls qui parle à la fois d'un sujet récent et d'un événement historique. Et ça, c'est peut-être quelque part un petit peu dommage que
tous les autres cinéastes, et c'est aussi ce qui fait, je trouve, la qualité de Yes, que tous les autres cinéastes, enfin voilà, chacun a son sujet, chacun a sa façon de faire, mais oui, je trouve que ça manque un peu de point de vue sur ce qui nous occupe et nous préoccupe à tous. Et là, c'est le seul film qui tente d'en parler. En fait, moi, si je devais le qualifier en termes de genre, je dirais que c'est une comédie dramatique acerbe, acide, et qui tente avec lucidité de décrire un état mental global tel que le cinéaste le perçoit par rapport, on va dire, assez contemporain, enfin en tout cas à ceux qui ont la même origine que lui. Oui, puisqu'en plus, le personnage principal était un avatar de Dave Lapid, comme dans la plupart de ses films. Comme dans Synonyme aussi, oui, voilà. Même dans Le Genou d'Aed, en fait, qui est un réalisateur qui revient en Israël. Bah là, c'est le même principe. C'est un artiste, mais du coup, la vision de l'artiste est assez énervée, on va dire. C'est un artiste qui se prostitue littéralement. Voilà, et qui, à travers, on va dire, cette prostitution, témoigne cruellement de son impuissance constante. C'est-à-dire qu'au final, ils sont à la fois dans le déni et à la fois dans l'envie de se rapprocher du pouvoir. Premièrement, dans le déni parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne peuvent rien faire. En tout cas, ils n'essaient pas. Donc, mais ça, c'est un désespoir, je trouve, qui est assez partagé aujourd'hui. Enfin, finalement, ça correspond pas mal. Il y a quelque chose d'universel là-dedans, Morgane, sur le fait qu'on a tous l'impression qu'on ne peut pas faire grand-chose au final. Ouais. Enfin, là, ça parle d'Israël, ça parle du 7 octobre, mais c'est un état... Enfin, je dirais que c'est un état mental catatonique qui est plus ou moins partagé par tout le monde. Donc, le film est énervé, le film... est méchant et en même temps le film, je trouve, dit quelque chose vraiment de vrai et d'universel. Oui, et puis dans cette détestation de soi, il y a des moments où le film en fait se dérègle de lui-même et il y a des passages surréalistes où notamment, complètement. Alors, que ce soit un personnage qui devient une espèce d'écran de vidéo qui montre des images de l'horreur de Gaza, ou encore les mouvements de caméra qui deviennent complètement en fait qui créent un effet de désorientation en fait, oui, et de vertige. Ils sont saccadés, c'est-à-dire que la caméra est secouée haut, bas, gauche, droite, en diagonale, enfin bref, dans tous les sens. On a vraiment l'impression de passer dans une machine à laver. Et là encore, je trouve que ça correspond à un état émotionnel à la fois d'effroi, de sidération et de colère, tout simplement. Et aussi, quand ils reçoivent des notifications sur leur téléphone pour leur indiquer le nombre de morts à Gaza, il y a les cris, de violence, les bombardements en fond, en sonore, qui viennent pulvériser tout le son du film, en fait. Et là encore, je vais parler de choses qui sont des points de détail, mais qui, enfin, moi, m'ont marqué. C'est que je me suis toujours intéressée à la manière dont, on va dire, la vie sur le téléphone, que ce soit les textos, les réseaux sociaux, etc., était montrée au cinéma. Et là, sur la forme, en tout cas, pour avoir vu pas mal de films où il y a des téléphones, je n'avais jamais vu ça. C'est-à-dire que ce soit en règle générale les textos ou les actualités, c'est balancé avec des polices d'écriture sous forme de... En termes de couleurs, ce sont des néons. Et c'est très bête et ça a l'air très moche, mais en fait, je trouve que ça dit quelque chose des stimuli constants que provoque le téléphone quand on reçoit des notifications. Et c'est comme si c'était l'un des seuls à avoir réussi à saisir ça. Et le fait que ça s'imbrique, encore une fois, dans cette actualité, je trouve qu'il y a là quelque chose de vertigineux, à la fois dans ce qu'il raconte du déni, mais aussi comme ça de cette espèce d'aliénation par rapport aux technologies. Et pour terminer sur le film qu'on a adoré, évidemment, vous avez compris, il y a aussi une dimension d'au revoir, en fait, que j'aime beaucoup dans le film. C'est l'adieu à Israël, même si Dave Lapid a été c'est le plus... perpétuel au revoir. On a presque envie de dire ce n'est qu'un au revoir, mais parce que oui, c'était c'était étrange. Le cas du film précédent déjà, mais il y a aussi une tendresse à un moment donné dans le film qui est pas non plus parce qu'on pourrait croire qu'il y a un côté un peu d'autoflagellation, mais il y a quand même au fond il y a un message d'espoir. Ouais, c'est ça. On va pas le détailler, les gens le découvriront. Pas par rapport à Israël.
Non. Par rapport à l'artiste. Non, mais même, j'irais même plus loin, Morgane, par rapport à l'artiste, mais aussi par rapport à l'individu en soi. Enfin, Oui, je veux dire, c'est ça. l'idée de dire que l'être humain, enfin, excuse-moi, mais je vais être un peu vulgaire, mais n'est pas forcément que fini à la pisse, en fait. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. On a fini avec Yes de Nadav Lapid, qu'on vous recommande chaudement quand il sortira en salle. Et on continue avec Woman and Child de Saïd Rostahi, donc le nouveau film de Saïd Rostahi en compétition à Cannes 3 ans après Leila et ses frères. Nous, on avait également vu La Loi de Téhéran qui était sortie avant, qui était un polar dans le milieu de la pègre, on va dire, parce que c'était la drogue à Téhéran, comme l'indique le film. Leila et ses frères, c'était plus une tragédie familiale un peu dostoïevskienne. Et là, on est un peu dans les deux. Enfin, il n'y a pas de polar, mais il y a une situation de tension en fait dans le film qui est liée alors le postulat de base c'est Mahnaz, alors je sais pas comment on le dit exactement en perse, mais bon, je vais dire en français simple Manaz, mais c'est pas forcément très joli, qui est une infirmière, je crois qu'elle a la quarantaine, et qui élève seule, alors seule, c'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a sa sœur et sa mère qui sont là, mais elle n'a pas de mari parce qu'il est décédé. Oui. En fait, pardon Morgane, on va dire cadre d'habitation, c'est un gynécée, c'est-à-dire qui a qu'un seul l'homme et c'est un jeune adolescent. Oui. C'est son fils, je sais plus le nom, je crois que c'était Alias, quelque chose comme ça. Aliar. Oui, Aliar, pardon. Mais voilà, sinon, effectivement, c'est que des femmes dans un intérieur de femmes, à l'abri des regards. Donc, ça donne une éducation qui est, je dirais, entre tradition et modernité, mais c'est un peu ça, en fait, dans le film. Il y a une forme de progressisme, en tout cas. Il n'y a pas d'homme, en fait, dans cette famille. Et malheureusement, le fils est un peu turbulent, il a du mal à être vraiment cadré, et il se passe un drame dans le film, vraiment un gros drame. Et du coup qui va impacter la vie de Mahnaz et en même temps en parallèle elle était censée alors elle a une relation amoureuse avec un homme qui est lui ambulancier pour le même hôpital où elle travaille, mais qui se désintéresse d'un coup d'elle et veut se marier avec sa jeune sœur à Mahnaz, et du coup ça crée aussi une tension. Donc il y a une double tension en fait dans le film qui est liée donc à un drame dont on va pas dire trop oui, dessus. Parce que c'est un peu le principal twist du film, effectivement. Enfin, qui ensuite, il y en aura d'autres dans le film, mais c'est le gros twist principal du film. Bah, disons que c'est le twist principal du film, à partir duquel il y a une sorte d'effet domino qui se déroule et des luttes constantes à la fois pour la préservation de sa liberté, de son intégrité. Enfin, je veux dire, c'est écrit assez énergiquement et efficacement comme film. Ce que je disais à Julien en sortant du film, pour moi, c'est du cinéma de showrunner, en fait. C'est que t'as l'impression de voir une série style 24 heures chrono. Alors, c'est pas dans le récit, parce que c'est pas de l'espionnage, des trucs avec des touristes, mais je veux dire, il y a vraiment une efficacité. Tout passe principalement par des dialogues bien mis en scène, bien écrits. Mais c'était déjà un peu le cas dans ces films précédents. Oui, c'est vrai. J'ai toujours trouvé qu'il y a un aspect un peu télévisuel années 2000 chez Saïd Rostahi, même aussi un peu je pense au cinéma aux séries de J.J. Abrams, c'est-à-dire très dynamique, la caméra qui bouge souvent, il y a très peu de plans fixes vraiment calme, lent chez Saïd Rostahi. C'est toujours un peu dans l'urgence. Il y a un petit côté, je dis ça par rapport à la quantité de films qu'on a vu, Morgane, il y a un petit côté anti-cinéma art et essai, dans le sens où ce sont pas du tout les codes du cinéma art et essai, alors que c'est quand même du cinéma art et essai, mais je pense que, et je le dis sans condescendance, que c'est un cinéma art et essai qui... Parce qu'il il dispose de certaines facilités d'écriture et de rythme. Il y a beaucoup d'effets de manche. Voilà, c'est ça. Pour moi, c'est pas négatif dans le sens où ça peut carrément être une porte d'entrée vers du cinéma art et essai. Parce que voilà, ça se tient à cheval entre le côté très télé, on va dire, le côté très efficace, très thriller écrit, et le côté art et essai plus difficile d'accès pour des personnes qui n'ont pas l'habitude d'en voir. C'est ça. Alors pour moi, autant ça marche mieux dans La Loi de Téhéran, qui est un vrai polar, etc. Autant j'ai un peu plus de mal dans le cinéma social. Je trouve que c'est quand même un peu par moments punitif, un peu facile, un peu le chemin de croix du personnage principal qui me fait penser un peu ce que je n'aime pas chez les derniers films des Frères Dardenne, ce côté chemin de croix des petites gens qui ont tout le malheur du monde et qu'il faut un peu écraser avec pas mal d'obstacles. Mais
voilà, on peut pas dire que c'est pas efficace, c'est sûr. Mais non, moi, c'est ça. Et puis, j'allais juste dire, non, mais c'est pour défendre un petit peu plus, je pense, le film j'allais dire un truc positif. Vas-y. Mais j'aime quand même la scène de fin, qui est très belle. Et c'est un peu Bien le moment sûr. où il pose plus sa caméra, où il filme quelque chose de beaucoup plus intimiste. Et alors, c'était intimiste avant aussi, mais aussi plus crédible et plus doux. Ouais. Et j'ai l'impression que c'est le moment où le film respire et qui me laisse penser qu'il pourrait quand même écrire des films un peu plus dans ce style-là et qui m'intéresseraient plus. Mais après, je pense que ça peut fonctionner chez d'autres gens qui aiment bien un cinéma rythmé ou qui n'est pas forcément très cinématographique, mais très écrit. Voilà, je pense que ça pourrait passionner des gens comme ça. Moi, je me rappelle, Morgane en avait chroniqué à Caméra, Layla et ses frères, et là, j'avais trouvé que c'était beaucoup trop. Enfin, ça m'avait. Puis c'était trop long aussi. Oui, non, mais c'est ça, c'était trop long. Là, j'ai quand même trouvé que c'était plus ramassé, plus compact. Le film fait 2 heures, ouais. Ouais, il y a quand même quelque chose que j'aime bien chez Saïd Roustaé, c'est. Je trouve que ces personnages sont toujours. Alors, pas totalement, mais qui s'en rapprochent. Je trouve qu'il a toujours des personnages un peu dostoïevskiens. Et là, c'est le cas. C'est-à-dire que c'est toujours beaucoup de dialogues avec des gens qui s'apprécient, puis s'apprécient pas, puis qui commencent à avoir des rapports hystériques entre eux, et puis soudainement, malgré la dispute, il peut y avoir un coup du sort et quelqu'un décide en fait d'arrêter le conflit. Enfin, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment une écriture dostoïevskienne, c'est-à-dire c'est quand même une espèce de, comment dire, d'anatomie de la haine, de la rancœur, des colères et des gens qui n'arrivent pas à s'arrêter et qui tirent, mais jusqu'à n'en plus pouvoir. Et ça donne effectivement des films qui sont parfois un peu durs à encaisser parce que on peut se dire, et je le comprends totalement, non mais là en fait c'est beaucoup trop. C'est trop gros quoi. Voilà, c'est trop gros, c'est trop triste, c'est trop ceci, trop cela. Après, pour le coup, pour ce film par rapport à Layla et ses frères, je trouve que les difficultés du personnage principal, pour moi, elles ne sont pas exagérées parce que c'est des difficultés. D'une femme face à des hommes. Ouais, c'est ça. Et je sais que ça a l'air facile, Morgane, de le dire comme ça, mais je peux en fait imaginer sans peine, et pas parce que le film me le dit, mais parce que je peux l'imaginer toute seule. Enfin, je veux dire, à force de lire des choses dans l'actualité, enfin, peu importe. Mais je peux imaginer sans peine toutes les épreuves par lesquelles le personnage principal passe, parce que ça correspond non seulement à ce qu'on entend de l'Iran, ça correspond aussi à ce qu'on voit dans d'autres films de réalisateurs iraniens. Donc voilà, c'est un peu dur parce qu'effectivement, c'est le chemin de croix. Maintenant, à partir du moment où le chemin de croix me paraît réaliste, moi, j'ai plutôt envie de défendre le film. Oui, et puis moi je trouve que l'intérêt principal du film c'est son actrice principale et là c'est réussi. Mais c'est aussi le défaut du film, c'est peut-être de faire beaucoup trop de personnages forts envers et contre tout, et tu sens qu'il veut vraiment gratter le prix d'interprétation. Non, je rigole, mais... Non, mais je comprends ce que tu dis. Alors juste, l'actrice principale, pour rappeler son nom, c'est Parinas Izzat Diar. Oui, bah retenez ce nom, parce que ça se trouve, elle sera récompensée ce soir. Ah oui, non, mais le prix d'interprétation féminin, je serais pas étonné. Bon, ce serait plutôt mérité. Hein. Oui, effectivement. Et on termine donc ce catalogue des films du jour 9 de Cannes avec par le fils prodigue. Le gros morceau, le Messie Résurrection de Bigan, qui est donc le 3e long métrage du cinéaste chinois. Comme tu dis, fils prodigue, il a 35 ans, je crois, il est encore jeune. Surdoué. Et qui revient à Cannes en compétition. Là aussi, c'était l'ajout du dernier instant, comme pour Lapide en la quinzaine. Et il était déjà venu à Cannes il y a 7 ans avec un long voyage vers la nuit, mais c'était un certain regard. Et il avait eu aussi une sélection pour son court-métrage, dont j'ai oublié le nom, mais qui était projeté sur Mubi. Lors du... Ah oui, c'était avec un chat, oui, je crois. C'était un truc un peu poétique, mais d'ailleurs qui... assez expérimental de mémoire. Oui, mais qui finalement retrouve une espèce de déco dans ce nouveau long métrage, puisque c'est un long métrage alors c'est un long métrage comme d'habitude avec Bigan qui frôle l'expérimental et qui est scindé en 6 parties. Lié par le destin du personnage principal qui s'appelle, alors il n'a pas vraiment de nom, mais il est nommé le Révoleur. Voilà, Révoleur, c'est un mot inventé. Un mot valise, ouais. Voilà, un mot valise, je cherchais le entre terme. rêve et voleur, qui en fait est un personnage qui vit dans les limbes de l'imaginaire, on le devine, puisque au début du film, il y a une introduction avec un carton style film muet. Et on nous indique un personnage dont on peine à
vraiment définir la personnalité, mais on dirait que c'est une espèce d'architecte façon Matrix, joué par Shuxi, qui vient en fait sauver Neo de la Matrice, c'est un peu ça. Non, mais c'est vraiment ça, mais peut-être, et c'est pas une critique, en moins intelligible. Oui, c'est ça, c'est en moins facile. Plus abstrait, quoi. Voilà. Alors, est-ce que c'est facile Matrix, mais oui, c'est... Alors, en moins mainstream. Moins concret, on va dire aussi. Voilà, c'est ça. Moi, je trouve que les deux films sont d'excellents... Bon, on en reparlera après. Et donc, du coup, elle l'extirpe d'une espèce de... dont on ne verra rien, d'ailleurs. Enfin, si. Mais c'est plutôt figuratif. C'est une espèce de lieu... D'ailleurs, c'est une... Comment on appelle ça? Une truc d'opium, là, j'ai plus le nom, mais... une fumerie d'opium. Une fumerie d'opium, merci. Dans l'imagerie, mais en soi, on devine que c'est encore une fois un truc visuel, figuratif, mais qu'il est lui-même dans un autre univers, en fait. Et ensuite, elle le fait revivre le XXe siècle à travers 4 alors au segments. total, il y a 6 tableaux de mémoire. Dont un en prologue, un autre en épilogue. Et alors, le prologue, en tout cas, moi, c'est celui que j'ai préféré. Et c'est ça, mais du coup, juste pour terminer, chaque segment correspond donc à un sens, mais surtout qui revisite des genres du cinéma. Voilà, c'est pour terminer. C'est ça. non, mais c'est la lettre d'amour au cinéma. Alors bon, c'est un peu... Non, mais c'est pas que ça, bien évidemment. Je l'ai dit de manière un petit peu caricaturale, ironique, parce que c'était une formule c'est la formule qu'on retrouvera beaucoup à la sortie du film, je pense. Oui. Oh, je sais pas, parce que c'était quand même Lettre d'amour au cinéma, la formule qui était à la mode en 2024, et nous sommes en 2025, donc c'est déjà un peu has-been. Mais blague à part, en tout cas, moi, Résurrection de Bigan, c'était un des films que j'attendais le plus, sinon celui que j'attendais le plus de Cannes. J'avais adoré Cali Blues à sa sortie, enfin, je veux dire, le plan séquence... de Cali Blues, je me rappelle bien évidemment Nord, pas. Oui, voilà, dans les détails, mais j'ai encore des réminiscences d'images. J'avais adoré aussi le fait qu'il ne cède pas à certaines facilités narratives. Enfin voilà, il est nébuleux parce qu'il essaie de traduire des sentiments. On aime ou on n'aime pas. Moi, j'achète complètement parce que je trouve que c'est aussi ce qui rend le cinéma de Bigan assez unique. Et encore une fois, à son âge, 35 ans, je trouve que c'est très très fort ce qu'il fait. C'est du cinéma opaque, hein, c'est sûr. Voilà, et puis pour moi, cette opacité, en fait, j'ai tendance à la remettre en cause parce que je reste convaincue, et on peut trouver des arguments pour me contredire, Morgane, mais je reste convaincue que c'est un cinéma opaque parce qu'on est occidentaux et qu'on n'a pas tous les tenants et les aboutissants de sa culture chinoise. Je pense que pour les Chinois, c'est beaucoup plus compréhensible. Et d'ailleurs, le fait que Jackson Ye, qui joue le personnage principal, soit une méga star en Chine, je pense que le film... inconnu chez nous. Oui, voilà. Je pense que le film va sûrement marcher là-bas et que le film ne va pas poser autant de questions que pour les festivaliers du Festival de Cannes, quoi. Qui sont globalement des occidentaux. Voilà. C'est pas qu'on est plus bête, mais enfin, je peux bien imaginer que des choses qui soient tournées, filmées et montrées en France, enfin, je veux dire, c'est toujours un choc des cultures, c'est-à-dire on voit des choses en voyage... Enfin, parfois, oui, on comprend pas ce qu'on voit parce que le cinéaste ne fait pas forcément d'efforts pour parler à d'autres personnes qui ne sont pas de sa culture. Et est-ce que c'est si grave que ça ? Je ne le crois pas. Je ne crois pas parce qu'après, voilà, enfin, je veux dire, il y a... j'en parlais d'universalité tout à l'heure, mais là encore, il y a des choses qui touchent à l'universalité. Et quelles sont-elles ? C'est notamment le fait de transmettre un sentiment, de transmettre une envie, de transmettre une nostalgie. Enfin, moi, c'est un film qui m'a beaucoup plu. Alors, je vais pas me mentir, on a failli dormir parce qu'on était fatigués comme pas possible devant. Moi, j'ai tenu le coup, tu as tenu le coup aussi, Morgane. Toute la salle n'a pas tenu le coup, il y a beaucoup de gens qui sont partis. Là où nous étions, mais c'est en tout cas un sacré voyage, et je tenais à aussi, disons, saluer le niveau d'exigence qu'il y a à l'intérieur. Enfin, moi, ça me plaît en fait de voir des films qui me prennent pas forcément par la main, où c'est à moi de faire un effort pour m'insérer à l'intérieur, et pas lui qui me berce pour m'y amener. Enfin voilà, disons que ce sont des démarches qui me parlent énormément. Alors après, est-ce qu'on retrouve les ingrédients du cinéma de Bigan ? Oui, et 100 fois oui. Il y a du plan séquence, il y a des dialogues qui sont très très proches de l'allégorie. Il y a beaucoup de
de sentiments, beaucoup en tout cas de tentatives d'essayer de mettre le spectateur dans un certain état émotionnel qui fait que quand il sort de ça, il a l'impression d'avoir vu une œuvre poétique vivante. À ce niveau, c'est complètement réussi. Je veux dire, l'image est très très belle. Enfin, moi, j'ai halluciné. Je veux dire, la photo, l'esthétique, enfin, tout est super beau. Alors que pourtant, ça mélange pas mal de choses plutôt différentes. Et puis, parce que chaque segment a un style plus ou moins défini et différent du précédent. Ouais. Et puis non, juste pour conclure là-dessus, moi, il y a quand même quelque chose qui m'a énormément parlé dans Résurrection. Je sais pas, peut-être que je me trompe, hein, mais il y a quand même une chose que je crois avoir saisie. Et une chose qu'on retrouvait, je peux dire on retrouve parce qu'il existe toujours dans le cinéma de Tarkovsky, qui est d'essayer de vivre, disons, le plus authentiquement possible, de vivre dans le réel mais sans renier le rêve, mais en tout cas en ne sombrant pas dans tout ce qui est de l'ordre de l'illusion. Et je sais que c'est un peu perché ce que je dis là, mais je dirais qu'il y a des problèmes d'ordre métaphysique dans Résurrection, et le résultat fait que voilà, il y a une sorte de magie qui opère, et on atteint une forme de transcendance. En tout cas, pour moi, c'était une sacrée expérience, comme on n'en vit pas beaucoup en voyant des films. Effectivement, je dis pour moi, parce que du coup t'as monopolisé le micro, et c'est pour pas une grave. fois, hein, non, je rigole. Non, mais c'est très bien. J'allais pas de toute façon t'arrêter parce que je sentais que tu avais beaucoup de choses à dire. J'avais mon cœur à ouvrir. Mais c'est vrai que le film est ce qu'il est, et il y a, pour moi, il y a une part d'ennui dans le film, et c'est totalement, enfin, pas un problème. Comme ça ne peut ne pas être un problème chez certains films de cinéastes, comme ceux de David Lynch, comme ceux de Happy Chapong Vers et Cool. C'est-à-dire que c'est des cinémas qui n'est pas, contrairement à Saïd Rostaï, un cinéma de situation, d'écriture, avec l'idée de maintenir toujours l'intrigue éveillée autant que le spectateur. Là, au contraire, le film a envie de te maintenir dans un état entre le sommeil et le il y a quelque chose de l'ordre, voilà, c'est hypnotique. Parce que c'est du cinéma en fait c'est un rêve, le film, et il y a effectivement des passages plus longs, des parties peut-être plus inégales, mais en final qui, comme tu parlais de transcendance, atteignent toujours cet état de transcendance du média, du cinéma en général, et qui pour moi fait que le film est une proposition formelle et même narrative, c'est audacieux, forte, audacieuse, qui est au-delà de tout ce qu'on a vu à Cannes, même si bon, d'autres cinéastes ont fait des grands trucs, hein, et notamment on en a parlé d'Endave Lapide, et qui est pas du tout la même intention que le cinéma de Bigan, qui lui est complètement, tu l'as dit, dans l'allégorie, dans quelque chose de plus du tout figuratif, ou presque, et d'abstrait en tout cas. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est que le film, même si il est opaque, il est aussi très simple à comprendre. C'est plutôt plus le postulat de départ qu'il faut accepter, c'est-à-dire cette histoire de rêve voleur, etc. Mais une fois qu'on est lancé dans les différents segments, on se laisse aller, et on rêve en même temps que le film se déploie. Et non, c'est un grand film. Je pense que c'est dans la lignée de ce que pouvait faire Inland Empire de David Lynch, c'est-à-dire des films qu'on a qualifiés notamment de prétentieux, mais qui, je pense, ne le sont pas du tout. Il y a une forme de candeur même dans ce cinéma-là. Mais complètement. Enfin, oui. Pour moi, on est vraiment à l'antithèse de la prétention. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont parler de prétention parce qu'il y a une idée de vouloir proposer quelque chose d'à part. Mais pour moi, au contraire, c'est qui est certes voulu de vouloir faire quelque chose qui diffère du cinéma traditionnel. Et puis c'est son identité, enfin c'est sa personnalité, oui. il a le droit, enfin il va pas changer pour plaire aux gens, quoi. Et mais au contraire, je trouve que la proposition est très facile d'accès à partir du moment où on se laisse aller, c'est tout. Je suis d'accord. Mais bon, après je pense que c'est pas donné à tout le monde, il y a des gens qui veulent des trucs beaucoup plus cadrés, alors que là on est le cadre il est explosé, quoi. Puis je pense aussi, Morgane, que ce qui risque de faire pencher la balance pour certains du côté de la prétention, c'est que c'est aussi un excellent technicien, Bigan. Enfin, je veux dire, il sait faire des choses. Il y en a pas beaucoup qui savent le faire. Enfin, moi, j'ai été impressionné par ses mouvements de caméra, ses plans séquences. Et bon. Oui, mais il y a aussi de la simplicité, apparemment. C'est ça qui est marrant. Ah non, mais c'est clair. C'est-à-dire que nous, on a eu l'occasion de discuter avec lui. Enfin, l'occasion, le privilège, je dirais, l'immense privilège de discuter avec Bigan et avec son acteur principal, l'acteur Jack Sonnier, effectivement. Donc l'interview de toute façon elle est déjà disponible sur le site Chaos. C'est très court, parce qu'il y avait une dizaine de minutes et il y avait
une traductrice en chinoise qui du coup traduisait, donc on pouvait pas avoir énormément de temps pour poser des questions, mais au moins on a essayé de démêler on a un les... peu plus compris le film que ce qu'on pensait en avoir saisi, et notamment, et si tu veux un petit peu détailler Morgane, qui a à la fois une part du film qui est complètement calibrée et maîtrisée, et une autre qui vraiment se base, et même si ça n'a pas l'air, sur de l'improvisation. Exactement, et notamment les personnages incarnés par Jack Sonnet, parce qu'il incarne plusieurs personnages qui sont parfois des monstres du cinéma, un ghoul, un vampire, des choses comme ça, et ou des petits personnages de polar. Et effectivement, tout ça a été discuté parfois le jour même sur le plateau, et je trouve ça assez fou en fait. Un peu godardien quelque part. Ouais, un petit peu, ouais, ça résonne un peu avec les nouvelles vagues de Godard, c'est assez marrant. Et tout ça dans un projet finalement qui cherche à... Donc la résurrection, c'est la renaissance d'une certaine beauté du cinéma qui aujourd'hui, notamment avec l'entrée de l'IA, la tentative aussi des plateformes de standardiser un cinéma... alors lui, il est en Chine, donc je suppose qu'en Chine c'est pareil, mais dans d'autres cinématographies, aux États-Unis, partout en fait dans le monde, où on cherche à faire des produits calibrés, là ça explose tout. À aller vite, aller fort, et on s'en fiche de l'apparence finale que ça a, et là on est effectivement à l'opposé total de ce qui pourrait arriver. Voilà, en tout cas c'est un grand film, on ne sait pas encore quand est-ce qu'il sort, mais on vous conseille d'aller le voir dès que ça sort. On vous ordonne d'aller le voir. Chose promis, chose due, on va enfin passer au bilan du Festival de Cannes, du 78e Festival de Cannes. Et promis, on va pas parler cette fois de maladies, de soucis, on a... Non mais, je veux dire, parce que j'ai perdu... Il y en a dans les films. Non mais voilà, c'est ça. Non mais, parce qu'on s'est un peu plaint, effectivement, d'avoir perdu la voix, tout ça. Bon, tout ça, c'est fini, on guérit. On n'est pas tout à fait guéri, mais on guérit. On fera pas un bilan de ce qu'on a vécu en tant que festivalier, mais on va faire un bilan du Festival de Cannes en termes de cinéma. Voilà, on va parler d'art, promis. Voilà. Et donc, d'ailleurs, première question, t'en as pensé quoi du Festival de Cannes, des films de cette année ? Alors, donc déjà, c'était ma première expérience. Toi, tu y si tu veux. Donc, toi, tu y étais déjà allé. J'ai changé d'avis à ce niveau au cours du festival parce que, au début, je me disais... En fait, je vais essayer de structurer mon propos. Ça y est, je commence à partir dans tous les sens, Morgane. Ouh là là. Au début du festival, je me suis dit, c'est génial, on voit plein de bons films. À la moitié du festival, je me suis dit, c'est dramatique, on voit que des choses pas très bien. Et à la fin du festival, je me suis dit... Ce qui n'était pas tout à fait vrai, évidemment. Non, mais bien sûr, j'exagère. Ouais. Hein. Je me suis dit, au bon sang, on a vraiment vu des chefs-d'œuvre. Donc, par rapport à ça, je dirais qu'il y a eu un petit effet, en tout cas pour moi, de looping. Maintenant, par rapport, disons, à l'édition précédente, en tout cas, de ce que j'ai vu avec toi, parce que bon, on va tout le temps ensemble au cinéma, par rapport à ce que j'ai vu du Festival de Cannes de 2024, je trouve, contrairement à ce que pas mal de gens ont dit, que la sélection 2025 est quand même sensiblement meilleure, et c'est un euphémisme. Et toi ? Effectivement, je suis d'accord avec toi. Moi, l'année dernière, j'avais pas eu de vrai choc en fait cinématographique. Il y avait eu des très bons films, notamment The Substance. Certains vont me flageller Megalopolis. Oui, bah déjà après ce podcast, on se parle plus, Morgane. Les graines du figuier sauvage. Non, mais des films qui m'ont marqué en fait. Et ça, Megalopolis, c'est pas un très bon film, mais il y a des trucs super marquants qu'il n'y avait pas dans des films beaucoup plus oubliables, notamment Emilia Pérez. Mais quoique c'était aussi inoubliable tellement il y avait des trucs aberrants, mais voilà, ça c'est autre chose. Mais là cette année, je trouve que il y a aussi beaucoup de films qui sont oubliables et qui se demandent ce qu'ils font là, notamment en compétition. Hein, je parle pas des sélections parallèles, mais il y a aussi beaucoup de films qui vont marquer, qui vont rester, je pense. Notamment des films aussi qui vont gagner à être vus, je pense. Oui. Notamment au film d'Ari Aster, puisque il risque d'être snobé, je pense, pendant les récompenses, ce qui n'est pas un drame en soi, mais aussi par la critique qui n'a pas du tout aimé le film. Et je pense que le temps va faire son travail. Et moi, j'ai quand même envie de caler, Morgane, de pourquoi le film de Ari Aster, Eddington, n'a pas été apprécié. Je pense qu'il a été mal compris. Et je sais que ça fait condescendant de le dire, mais pour le coup, là, je le pense vraiment. C'est que en fait, comme il y a des gens qui se sont sentis critiqués par le film, alors que le film
ne leur était pas spécialement adressé ou n'était pas accusatoire vis-à-vis d'eux, mais ils l'ont pris pour eux. En fait, c'est ce qui se passe sur les réseaux sociaux et c'est littéralement ce que Eddington démontre. C'est que les réseaux sociaux sont au cœur du film. Voilà, non mais c'est exactement ça, c'est-à-dire que en fait, par leur réaction, ils prouvent que le film a raison quelque part. C'est que donc, des gens ont pris pour eux ce que dit le film et du coup ils ont estimé que le film était mauvais. De la même manière qu'on s'énerve sur les réseaux sociaux quand on croit que quelque chose nous est adressé alors que ça ne l'est pas du tout et qu'on se met à raconter des stupidités. Effectivement, Julie. Après, sur les thématiques du festival, parce qu'on peut, en fait, c'est toujours intéressant de s'interroger à ce dont les films montrent, etc. On en a parlé au fur et à mesure de chaque épisode. Et effectivement, il y avait... Alors beaucoup de douleur déjà, je dirais. Ah oui, non, effectivement. C'était pas un cinéma, un festival très rigolo. Ah, c'était pas de la joie. Enfin, je veux dire, on a quasi rien eu de comique, rien eu de joyeux. De léger. C'était assez lourd. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de légèreté. Au contraire, ça a été un festival assez sombre. Un cinéma autour de la douleur, de la souffrance, des personnages qui sont souvent mutilés ou amputés. Oui, ou qui explosent. Non, mais beaucoup de morts dans ce festival. C'est un festival assez mortifère. Ouais, c'est ça, mais c'est aussi, je pense, le témoin d'une époque où on est... déprimante. Où on n'a jamais eu autant de guerres en cours, on a des images qui pullulent sur les réseaux sociaux, qui montrent des images de violence, que ce soit à Gaza ou ailleurs. Effectivement, Morgane, on a une impression globale de spirale sans fin de la violence, et en même temps, on a le réchauffement climatique, et en même temps, on assiste globalement, et ça, pour le coup, le festival en a parlé, mais ça fait partie, on va dire, de la morosité ambiante, à un sentiment de paupérisation générale dans, en tout cas, les démocraties occidentales, qui explique en grande partie le terreau sur lequel prospère l'extrême droite. Enfin voilà, tout ça fait Trump, voilà, Musk. Exactement. L'IA. Voilà, non mais ça fait partie par exemple des choses qu'on voit dans Eddington, mais pas que, ça fait aussi partie des choses qu'on voit dans Syrah. Des choses plus frontales dans Eddington, mais plus allégoriques, métaphoriques, en toile de fond dans d'autres films, c'est ça. C'est ça, dans Syrah, et même dans un film comme L'Agent secret de Kleber Mendoza Filho, malgré le fait qu'il parle des années 70 au Brésil, on voit quand même une espèce de corruption avec laquelle on peut très facilement faire des liens avec ce qui se passe à l'heure actuelle. Bref, beaucoup, en tout cas la majorité des cinéastes, je trouve, parlent d'une angoisse sourde et de laquelle on n'arrive pas à se sortir. Et d'une fin d'un monde imminent. Voilà, c'est ça. Et imminente. C'est aussi le cas chez Nadav Lapid avec Yes. C'est ça, exactement. Et qui était peut-être le film le plus contemporain de tout le festival, c'est ça. Et il y a eu quelques tentatives de films plus légers, notamment en fait le Bigan en soi, qui est un film plutôt léger. Bien sûr, mais tout à fait. C'est ça. Nouvelle Vague aussi de Linklater. Oui, d'ailleurs, qui sont des films qui se ressemblent sur certains points, parce que c'est des films qui abordent le cinéma en tant que médium, l'histoire du cinéma, ce que c'est que de créer des films, etc. Alors effectivement, il y a toujours des passages un peu plus sombres, mais globalement, c'était des films plus éloignés, en tout cas, entre guillemets, du contemporain, même si on l'a dit, Résurrection, la finalité c'est aussi la renaissance du cinéma par rapport à ce que l'art en lui-même cinématographique est attaqué, que ce soit par la disparition des salles de cinéma, les plateformes qui standardisent et l'IA, et pareil dans Nouvelle Vague, puisque ce que le film revendique, c'est quand même une certaine liberté de l'art de créer au-delà de tous les carcans artistiques, de la production industrialisée qui demande de faire des films avec des producteurs qui sont derrière ton dos et qui te mettent la pression, etc. En termes de bilan, Morgane, sauf si tu voulais ajouter quelque chose, vas-y, dis-moi. Je voulais aussi parler d'un phénomène que je retrouve en littérature et dont je n'arrive pas à penser vraiment du bien. Je sais pas, je vais le dire, ça va être un petit peu provoquant, mais je trouve qu'il y a de plus en plus une espèce de business de la souffrance féminine et en grande partie par les femmes. C'est compliqué, mais j'allais en venir, en fait, je le dis moi parce que voilà, en tant que femme, je le pense. Je suis un petit peu mal à l'aise qu'on n'arrive pas à sortir de ça. C'est-à-dire que moi, je n'ai aucun problème avec le fait de raconter la souffrance, mais si c'est pour raconter quelque chose de plus que la souffrance, ou si c'est pour, disons, la magnifier ou...
enfin peu importe, mais en tout cas quelque chose qui sort du lot. Il y en a qui arrivent à moitié, comme The Sound of Falling de Masha Chininsky. C'est-à-dire qu'il y a des moments, elle a des fulgurances et d'autres pas du tout. Et c'est ce qui fait que son film est à moitié raté, malheureusement. Il y en a qui essaient de noyer ça sous un espèce de délire punk de pacotille comme Lynn Ramsey dans Die My Love, qui était franchement le film exécrable, exaspérant, enfin vraiment le film qui m'a le plus énervé du festival. Il y en a qui essaient de se raccrocher au wagon parce qu'ils sentent un petit peu que c'est à la mode, comme Mario Martonnet avec Fiori. Qui n'est pas une femme. Hein, mais... Non, mais tu sens que voilà, Enfin, fallait manger, quoi. Enfin, je suis désolée de le dire comme ça, mais au bout d'un moment, on n'a pas envie de sauver ces films-là qui auraient pas dû être en compétition, quoi. Oui. Et il y a eu quoi d'autre aussi Alpha. Voilà, Alpha, malheureusement. Enfin, je veux dire. Même si c'est pas forcément la souffrance féminine qui est au cœur du film, mais effectivement. Voilà, mais il y a de ça. Il y a vraiment la femme qui se dédie à sauver les autres et tout. Enfin, c'est Marie-Madeleine. Enfin. Moi je suis un peu lasse de tout ça, quoi. Voilà, j'ai pas en fait de cacher les choses, mais je crois que à trop parler d'une certaine manière de certains sujets de la femme, ouais, on oublie complètement la complexité, la diversité, la variété. Et moi, j'aimerais bien voir d'autres destins de femmes. Et ça fait partie d'ailleurs, Morgane, des raisons pour lesquelles j'ai énormément aimé La Petite Dernière de Afsia Herzi. C'est ce que j'allais dire. Parce qu'on est sur une histoire d'une femme qui fait son coming out, qui se découvre lesbienne et qui est musulmane en outre. Et c'est narré avec... je veux dire, une telle tendresse et une belle... Enfin, je veux dire, vraiment des beaux sentiments, que c'en est forcément touchant. Et moi, j'aime ce genre de films dans lesquels on peut aussi trouver, avec sincérité, de l'espoir. C'est ça. Il y avait un autre film aussi que tu as moins aimé, mais de femmes, qui était un peu comme dans cette thématique-là, c'était aussi le Carla Simone Romeria. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas un film qui vise à la souffrance, il y en a dans le film. Mais elle se dépasse, et ça, c'est vrai que c'est bien. Et c'était pas... Voilà, du coup, t'as résumé, c'était pas comme ça. Et je pense qu'il y avait un autre film de femmes qu'on a hélas pas vu, mais qui avait l'air ailleurs, dans une autre idée de raconter des destins. C'était le film de Kelly Reichardt, je suppose, qui n'était pas non plus dans cette tendance-là. Et c'est vrai que l'année dernière, il y avait beaucoup de films sur le thème du VSS, des VSS, du viol, etc. Et cette année, il y en a heureusement pas beaucoup eu, mais il y avait quand même la thématique de la souffrance féminine qui était un peu trop lourde, et notamment surtout dans les films de femmes, ce qui est pas plus mal que les hommes aient commencé à arrêter de montrer ça. Bien sûr. Mais voilà, je pense que le festival gagnerait peut-être à sélectionner des films de femmes qui racontent des histoires différentes, puisque on en voit tous les ans en fait des films comme ça, et alors chacun apporte sa pierre à l'édifice, d'autres plus intéressantes certaines plus intéressantes que d'autres, notamment Sound of Falling qui a ses fulgurances, et d'autres qui sont pas du tout intéressantes, qu'on a déjà citées, mais je pense effectivement, et on n'a pas vu énormément de films des sélections parallèles, sauf à la quinzaine. Julia Kowalski par exemple, qui filme la souffrance des femmes, est dans un délire complètement différent. Vous pourrez réécouter l'épisode, qui lui était plus intéressant, je trouve, mais qui peut-être n'avait pas sa place en compétition parce que le film était peut-être un peu fragile, mais je pense qu'il y avait d'autres films, que ce soit Un certain regard ou La semaine de la critique, des films de femmes qui pouvaient eux prétendre à une place, peut-être pas en compétition, mais qui méritent d'être là en tout cas, et qui sont des films de femmes qui racontent autre chose effectivement que ceux qu'on a vus en compétition. Voilà. Il y a aussi une autre thématique, Morgane, que je voulais aborder, c'est l'impuissance de l'individu face à la machinerie, la bureaucratie, à la bureaucratie, à l'administratif, au pouvoir, etc. Moi, là-dedans, je mettrais pêle-mêle Dossier 137 de Dominique Moll, deux procureurs de manière plus énervée, plus acharnée, et plus urgente aussi, du réalisateur ukrainien Sergei Loznitsa, et aussi celui dont on a un petit peu parlé, L'agent secret de Kleber Mendonça-Filho. Oui, et L'inconnu de la Grande Arche aussi. Et L'inconnu de la Grande Arche, bien évidemment, qui pour moi est un des films que j'ai préféré voir à Cannes. Oui, qui sont des personnages qui montent de La Grande Arche de Stéphane Demoustier, merci. Qui parlent pas des personnages, mais des films avec des personnages qui sont confrontés qui se heurtent à des principes
qui ne peuvent pas dépasser, mais qui sont incarnés par des gens qui bloquent, alors que ces gens-là ne reçoivent pas spécialement des récompenses pour faire office de bloqueurs. Des gens qui bloquent ou des organismes, des entités, et qui, dans leur façon, perpétuent un peu ce que racontait Kafka dans ses ouvrages, et je trouve ça toujours passionnant, parce qu'on finalement, on n'en sort jamais. Non, mais c'est ça. Non, mais c'est clair. Et qui sont, à leur manière, en fait, une forme de fascisme, en fait. Mais c'est vrai. Mais bureaucratique, quoi. Parce qu'au final, on se retrouve dans, on va dire, plus tout ça, plus une organisation est complexe, plus elle est nébuleuse, moins on parvient à y faire face et à essayer de s'en sortir. Et tous ces films racontent ce blocage et le montrent du doigt comme quelque chose qu'il faudrait dépasser et qui est un vrai problème en soi pour que nos systèmes politiques puissent tourner, on va dire, de la manière la plus juste et la plus équitable possible. Ouais, tout à fait. Mais donc, du coup, sur ces belles paroles, on va passer à notre, si tu veux bien, Julie, Oui. à pas nos pronostics, mais nos palmarès Nos envies. personnels, parce que le jury est ce qu'il est, et moi, j'ai bien du mal à faire un vrai pronostic. Oui, je trouve que c'est difficile. Tout le monde, moi, j'ai même pas envie de tenter, en fait. Tout le monde voit 2 ou 3 films gagner la Palme d'Or. Vous aurez juste à aller sur les réseaux sociaux pour savoir de lesquels je parle. Mais je pense qu'on va être surpris. Mais de notre côté, nous, si on était président du jury et jury tout court, vu qu'on ferait le palmarès tout seul et pas accompagné d'autres personnes, qu'est-ce qu'on ferait ? Alors, on va commencer par le prix du scénario, qui est un peu le parent pauvre du palmarès. C'est pour rire, mais c'est souvent celui sur lequel on s'attarde le moins. Moi, je le donnerais à Romeria, parce que j'ai beaucoup aimé la manière dont Carla Simone a composé la narration son récit, et notamment le dévoilement, en fait, du secret à l'intérieur du film. J'ai trouvé ça très brillant, sans ce côté un peu parfait, implacable, bien écrit, que peuvent avoir d'autres films que j'ai aimés, qui pouvaient prétendre, notamment Un simple accident, ou même en soi le Saïd Rostam. Mais voilà, toi, c'est du coup... Justement, Morgane, mon prix du scénario, je le donnerais à Un simple accident de Jafar Panahi, parce que je trouve qu'il a une efficacité d'écriture assez remarquable. C'est-à-dire que à travers, on va dire, un catalyseur, celui du bourreau iranien, on découvre des histoires, des destins d'autres personnages, et ça s'empile au fur et à mesure pour ensuite de nouveau se recentrer dans une acmé finale. Enfin, pour moi, c'est peut-être un peu évident, je suis d'accord, mais s'il fallait le mettre quelque part, je le mettrais Un simple accident en prix du scénario. Mais ça aurait été mon deuxième choix. Donc, voilà. Bon, ça va alors. Pour la mise en scène, qu'as-tu mis, Julie ? J'ai mis The Finishing Shim de Wes Anderson. La même chose. Voilà, la même chose. Non, mais parce que bon, au bout d'un moment, oui, je sais, les gens en ont marre du style Anderson, ils trouvent que tout se ressemble. C'est faux. Et en même temps, c'est vrai. Là, je trouve que c'est du travail d'orfèvre, là. Non, mais clairement. C'est l'orfèvrerie, c'est la mise en scène, elle est juste époustouflante. Tout est impressionnant. Grosse maîtrise, emballement total. Enfin voilà, c'est stimulant, c'est beau, c'est. Ouais, voilà, je pense qu'on n'a pas besoin forcément d'en dire plus. Mais de toute façon, vous pouvez retrouver notre avis sur le film dans un des épisodes précédents. Sur les interprétations, alors on va commencer avec l'interprétation masculine. Tu aurais donné à qui masculine, je pense que je l'aurais donné exactement, là encore, au même que toi. Alexandre Kuznetsov dans Deux procureurs de Sergueï Loznitsa. Oui. Parce que, alors, plusieurs raisons. Premièrement, parce que c'est quand même un acteur russe, Alexandre Kuznetsov, dissident, donc en exil. Donc à l'heure actuelle, il peut quasi pas travailler. Là, il a pu travailler pour Sergueï Loznitsa, mais chez lui, il ne peut pas travailler. Son interprétation est à la fois sensible, juste et pleine de retenue. Enfin voilà, pour moi, ce serait un prix d'interprétation mérité, à la fois pour des raisons on va dire lié à la qualité de son interprétation, parce que c'est un excellent acteur dans le film, mais aussi au fait que c'est un acteur en exil. Oui, effectivement, j'ai rajouté aussi, parce qu'on a beaucoup aimé le film, mais je pense que l'interprétation masculine pour Kuznetsov serait
peut-être plus justifié qu'un autre prix, même s'il aurait pu aussi prétendre à d'autres prix, mais parce que c'est aussi le moteur du film et aussi le moteur, du discours du film en fait. C'est l'idéalisme qui s'échoue, qui se fracasse contre la bureaucratie. Voilà. Et pour l'interprétation féminine, tu aurais donné à qui? Alors, féminine, pour moi, Paris-Naz, Isa Diar de Woman and Child de Saïd Roustaé. On vient d'en parler, ouais. Voilà, moi je l'ai trouvée vraiment très forte. Enfin, j'ai trouvé son personnage complexe. J'ai beaucoup aimé la manière dont l'actrice joue sa partition. Enfin, c'est un peu... Enfin, c'est pas évident d'en dire plus, mais voilà, enfin, c'est une interprétation qui m'a beaucoup touchée. Ouais, moi je l'aurais mis en deuxième parce que c'était bien, mais c'était un peu trop évident. Je leur ai donné le prix au casting de Sound of Falling, un peu comme l'année dernière, ils ont donné le prix au casting de Emilia Pérez, et il y avait aussi le casting de Bolver, de Pedro Almodovar, qui avait reçu le prix. Il y avait parfois des prix de casting, et aussi indigène pour le casting masculin. Oui, c'est vrai. Et donc là, le casting de Sound of Falling, parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de personnage principal dans Sound of Falling, mais il y a plusieurs femmes et qu'il arrive des choses, et chacune interprète à sa manière leur propre récit, et surtout à des époques différentes. Donc il y a tout un tas de façons de jouer différentes, et j'ai trouvé ça assez impressionnant. Et quitte à donner un prix au film, je préférais que ce soit ça qu'un prix plus gros. Oui. Et au final, ce sera assez justifié, hein, parce que comme je viens de le dire, toutes les actrices sont brillantes. Donc et puis, comme on l'a dit, le film traite des violences faites aux femmes, la malédiction d'être une femme, et donc pourquoi pas le donner justement à toutes les femmes du film. Le prix du jury, tu le donnerais à qui? Là, alors, on commence à être dans le... Ouais, je crois qu'on commence à être dans Morgane, ce qu'on a mis exactement, exactement pareil, quoi. Et donc là, pour le prix du jury, j'ai mis... je crois que j'ai mis comme toi, j'ai mis Eddington. Ouais, et on a mis tous les deux à Eddington, puisque, comme on l'a dit, le film est fort de son côté contemporain. Et puis quelque part, Morgane, tout à l'heure, on disait que Yes, de Nadav Lapid, c'était le film à la contemporanéité la plus forte de tout le Festival de Cannes. Juste en second, moi je mettrais Eddington de Harry Astor. C'est exactement ça, c'est le deuxième film le plus contemporain du festival, et je pense que c'est important de primer ça. On va pas épiloguer. Parce qu'il y a une prise de risque, là-dessus. Enfin, je veux dire, surtout quand tu vois comment tu te fais marcher dessus parce que tu parles d'un sujet actuel. Ça mérite d'être récompensé. Non, mais constamment. Puis le film est audacieux. Hein, bien sûr. On va pas épiloguer. Le Grand Prix. Moi, j'ai mis un prix ex aequo parce que j'arrivais pas à partager. J'ai fait le lâche. L'agent secret. Ah, ouais. Tu as fait le lâche. Oui, parce que c'est souvent la lâcheté de donner un prix ex aequo, mais en même temps, je pouvais pas ne pas donner un prix à Sirat, qui était un film que j'ai adoré, et donc à l'agent secret comme toi. Pourquoi l'agent secret, Julie? Moi, je m'expliquerai plutôt pour Sirat. Oui, moi, pour l'agent secret, c'est... Enfin, je veux dire... À cause de ce que le film est, quelque chose de composite, qui raconte énormément, quelque chose d'original aussi, avec l'inattendu qu'il comporte, on va dire, puisqu'on est dans l'anti-film noir, l'anti-film d'espionnage, l'anti-film tout court, mais qui en même temps parvient de manière un peu miraculeuse à raccrocher tous les wagons ensemble, ce qu'on a souvent dit. Tous les wagons. Ce qu'on a souvent dit, j'ai l'impression, à Recaméra pendant le festival de Cannes. Aussi parce que c'est le film qui traite d'une époque, les années 70, qu'on a en même temps pas mal comparé à ce que nous vivons à l'heure actuelle, avec, on va dire, une série de désillusions. Enfin, voilà, pour tout un tas de choses, je le mettrais juste derrière la Palme d'Or. Voilà, mais moi, donc, pour ces choses-là aussi, je lui donnerai le Grand Prix. Et pour Sirat, du coup, c'est le film, en tout cas, qui m'a le plus enthousiasmé par son rythme, parce que la vision qu'il a d'un monde désenchanté au bord de la fin du monde, justement. Très proche du chaos, au final. Ouais, très proche du chaos, qui est finalement très proche du nôtre, mais à sa manière, qui raconte quelque chose de tout autre, c'est-à-dire une espèce de road movie dans le désert, même pas un road movie, en fait, d'échappée routière à la Mad Max ou à la Sorcerer, dans le désert du Sahara occidental, avec une dimension aussi un peu mythologique, fantastique. Mais le titre du film se rapporte à un terme qui est arabe, qui fait référence au pont qui mène vers l'enfer. Donc le film en lui-même est une espèce de pont vers l'enfer, quoi. Et j'ai trouvé ça génial. Et la musique était incroyable. D'ailleurs, il a été primé hier soir. Logique. Donc le film était assez incroyable. Autant Morgane, moi j'ai pas aimé du tout Syrah.
autant effectivement, si vous le voyez, je le conseille de le voir dans une salle dont vous savez que le son est très bon, que ce soit Dolby Atmos, quelque chose comme ça, mais vraiment le son est important dans Sierra, donc si vous disposez de ça à côté de chez vous, profitez-en. Voilà. Et donc, la Palme d'Or, on a la même. Et vous devinez laquelle est. Ouais. La Palme d'Or est attribuée à Résurrection. Bon, alors, on va pas non plus épiloguer, parce qu'on en a parlé au moins pendant 10 minutes là. Mais c'est certain. Mais en 5 secondes, proposition la plus originale du festival, proposition la plus poétique du festival, proposition techniquement parmi les plus réussis, sinon la plus réussie du festival. Enfin, je veux dire, il y a tout, maîtrise technique, image, poésie, interprétation des acteurs. Enfin, voilà, pour moi, c'est vraiment un film somme. Voilà, ça, c'est... Je dis en rigolant un peu, mais voilà. C'est le sommeil, non, pardon, je rigole. Non, non, surtout pas. Non, surtout parce que c'est le film le plus à part du festival, et en même temps, il est réussi. Parce que bon, il pourrait être à part et nul, mais là, il est réussi. Et donc, voilà, pour moi, c'est légitime que le film reçoive notre Palme d'Or à nous, voilà. Même si ce n'est pas sûr qu'il la gagne. Ah non, moi j'y crois pas, mais on verra. Oui, on pourrait être surpris. En tout cas, il la gagne. Enfin, j'ai juste envie de conclure là-dessus, Morgane, mais si pour moi, si Résurrection gagne la Palme d'Or, c'est vraiment la victoire du cinéma. Voilà, c'est sur ces belles paroles qu'on en finit avec Arrêt Caméra à Cannes, qui aura duré 10 jours, 9 ou 10 jours. Ouais, c'était pas mal, hein. Et voilà, donc on vous remercie de nous avoir suivis. On a vu que ça avait plu ces petits formats. Ouais, merci à tous ceux qui nous ont fait des retours. Enfin, je veux dire, franchement, ça nous fait un peu chaud au cœur, sachant qu'on a traversé... la maladie, l'extinction de voix, la fièvre pour Morgane, et pas la fièvre du cinéma, malheureusement, la bouffe des gueux. Quelques films un peu nazes. Les barrières, les vigiles. Les montées des marches. Le refus du short. Le dress code. Le refus du sac à dos. Les quelques soirées, même si on n'a pas trop fait, mais qui nous ont aussi un peu fatigués. Mais bon, voilà, c'était un choix de notre part, donc on va pas non plus se plaindre. Voilà, on a tout subi, mais bref, on est très content en tout cas des retours que vous nous faites. Le prochain épisode d'Arrêt Caméra, je ne sais pas quand est-ce qu'il sera, je peux pas le prévoir, mais il y en aura. Je pense qu'on en fera en juin, parce qu'effectivement, on va pas en faire un tout de suite, on est claqué, et on n'a pas plus forcément envie de parler de cinéma pendant un certain temps, à part sur évidemment les réseaux sociaux, mais en tout cas sur des épisodes d'Arrêt Caméra qui vont faire 1 heure, 1 heure et demie, voire 2 heures. Mais voilà, effectivement, il y a des films qui sortent en juin, on n'a pas regardé, mais je me doute qu'il y a des trucs intéressants. Les films de Cannes vont plutôt sortir à partir de août-septembre, et après octobre. Ça va être un amoncellement à ce niveau-là. Courage à ceux qui voudront tous les voir, parce que ça risque de pas être évident. Mais bon, d'ici là, il y aura sûrement des films, donc on reviendra, je pense, en juin au moins, et on espère que vous serez encore là pour nous suivre. En tout cas, merci encore. Merci pour votre écoute. Et on vous dit à bientôt. Au revoir.